Bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelqu'un au Montpellier Jug qui a demandé une presse Couchbase depuis longtemps. C'est qui? C'est toi? Voilà. Problème de timing, je travaille plus chez Couchbase. Moi j'ai bossé pendant 3 ans chez Couchbase et maintenant je travaille chez Clever Cloud. Mais je vais quand même vous faire une presse Couchbase que j'ai pas fait depuis 6 mois avec des slides que j'ai récupérés la semaine dernière. On va bien rigoler. Donc c'était un abstract un peu facile, c'est le no cache, no data, je sais plus ce que j'avais mis, no cache, no mobile. Bon. On va parler de tout ce que fait Couchbase. Couchbase ça fait plein de trucs. Alors, ça par exemple c'est un nouveau slide. Les bases NoSQL, on les catégorise comment? Alors il y a plusieurs façons de les catégoriser. Il y a une façon qui est très simple et qui tient en une ligne et pas un slide, qui est le NoSQL, c'est tout ce qui n'est pas un RDBMS. C'est quoi un RDBMS? Un RDBMS, c'est une base de données, en général SQL, qui se sert de tables et de colonnes. C'est du relationnel. Relational Database RDBMS, Database Service, Management System, c'est ça. Voilà, ça. Donc le NoSQL, c'est tout ce qui n'est pas ça. Parce qu'en fait, la plupart des NoSQL de maintenant font du SQL. Donc Couchbase. C'est toujours un peu rigolo, intéressant. En vrai, le NoSQL, on a commencé à en parler quand il y a plein de bases de données qui étaient distribuées. Genre, c'est arrivé pendant le cloud 2005, 2006, 2007 par là. Ce qui est une des caractéristiques de base du NoSQL. Ça ne veut pas dire que RDBMS, c'est pas distribuable. Ça se distribue assez bien en vrai. Postgres, ça charte, c'est cool. On peut faire distribuer avec du SQL. Il se trouve que la plupart des bases de données NoSQL sont distribuées et c'est natif. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Alors, c'est chez Malès. Alors, ça dépend. Le Cassandra, base NoSQL, distribuée, c'est pas chez Malès. Il y a un schéma, il y a une grosse table avec des colonnes. HBase, c'est pareil, je crois. Donc c'est bien, je vais pouvoir corriger les slides de Couchbase en même temps. Donc ça, c'est faux. Développeur friendly. Ça, c'est complètement sujet à subjectivité. Par exemple, là, ils mettent REST. Je me suis battu pendant 3 ans chez Couchbase pour qu'on ait une API REST. En fait, on n'en a pas. Alors, il y en a une API REST en vrai. Hein. Tu vas voir les project managers de Couchbase, ils t'expliquent que tu peux faire de l'admin en REST. C'est cool. Par contre, si tu veux faire un get du data, tu peux pas. Bon, bah c'est... Ouais. Non. Et puis du connectivity, oui, ça, bon, ils ont tous plus ou moins des... Bon, ce slide est pourri. Celui-là aussi. Couchbase, c'est quoi? Là, je me sens un peu plus chez moi déjà. Alors, c'est des slides PowerPoint sur du LibreOffice. Hein, voilà, date A, ind, X. Alors, ils ont, et c'est aussi un des trucs avec lesquels je n'étais pas d'accord. Maintenant, Couchbase est une data platform. Ouais, c'est une base de données, hein, c'est une data platform. Il se trouve que c'est une base de données qui fait plein de choses. Elle permet de stocker de la donnée, de faire des index et donc des requêtes. Elle gère la réplication, il y a une partie mobile, la recherche génétique, etc. Tout ça, on va en parler au fur et à mesure. Ça, c'est un slide sales, donc on va le gicler. Alors, normalement, il y en a un autre après. Ok. Le principe du NoSQL, en particulier de Couchbase, en particulier des bases documentaires. Parce que Couchbase a été vendu comme une base documentaire. Une base documentaire, c'est quoi? J'ai peut-être dû l'expliquer au début. Vous connaissez Redis? Ouais, non? Ouais. Bon, Redis, c'est du clé-valeur. Du clé-valeur, j'ai une clé, je ne sais pas du tout ce qu'est la valeur, la base de données n'a aucune idée, enfin la base de données, le store clé-valeur, c'est pas une base de données, n'a aucune idée de quelle est la valeur, je ne peux pas récupérer un objet en fonction de son contenu, je ne peux le récupérer qu'en fonction de sa clé. Là, on reste dans le clé-valeur. Même cache, c'est vieux, ça a début de... c'est du clé-valeur. Même base, c'est du même cache distribué. Donc c'est du clé-valeur distribué. Tu peux toujours pas faire de requête, mais tu peux faire du clé-valeur, c'est-à-dire si tu as l'identifiant de l'objet, tu peux le récupérer et puis c'est distribué sur plusieurs machines, c'est cool. Tu deviens une base de données quand tu peux faire une requête en fonction de la valeur. En fait, Postgres, ça a commencé comme un truc clé-valeur dans les années 70. Les requêtes sont arrivées après. Tout a commencé sur du clé-valeur. Et à partir du moment où tu fais une requête en fonction de la valeur, tu deviens une base de données. Plusieurs types de bases de données.
base de données documentaire, base de données graph, base de données colonne, comme Cassandra. Nous, on a une base de données documentaire, et l'ancêtre, entre guillemets, des bases de données documentaires, c'est CatchDB. CatchDB, c'est né en 2005, un monsieur qui s'appelait Damien Katz, c'est en 2005 qui s'est dit « ce serait vachement bien, vu que tout le monde fait du JSON, si on avait une API REST pour aller chercher du JSON et faire des requêtes dessus ». Sauf que le JSON, c'est pas stocké dans des tables et des colonnes, donc on ne peut pas faire de requêtes SQL dessus. Donc il faut trouver un autre moyen de faire des requêtes. Et ces mecs-là, du coup, se sont dit, on va faire un gros MapReduce. Le MapReduce, c'est bien, ça se distribue facilement. Qu'est-ce que c'est que le MapReduce? Bon, il y a une fonction de map, il y a une fonction de reduce. La fonction de map, sur un ensemble d'objets, elle va passer sur tous les objets, et tu vas pouvoir décider, tu vas pouvoir faire quelque chose dans cette fonction de map. En l'occurrence, quand tu es dans une base de données, que tu veux créer un index avec une fonction de MapReduce, la fonction de map, elle reçoit en argument tous les documents JSON, tous les objets que tu stockes. En fonction du contenu de ton document JSON, if doc.type égale event, alors tu appelles une fonction qui s'appelle emit et qui range une entrée dans un index. Donc là, tu viens de créer un index, tu viens d'indexer tous les documents JSON qui avaient un champ type égal à event. C'est ce qu'on appelle du map. Le reduce, c'est je prends le résultat de cet index et puis je renvoie un machin. Par exemple, la taille de l'index, ce qui est le nombre de documents event. Ça, c'est ce que proposait CatchDB. Donc CatchDB, c'était la première base de données documentaire, enfin une des plus populaires en tout cas. Et en fait, Couchbase, si je vous dis tout ça, c'est que c'est un merge un peu sauvage de CatchDB et de Membase. Pour rappel, Membase, c'est les valeurs distribuées, CatchDB, base documentaire JSON. Ensuite, je pense qu'il n'y aura pas de slide là-dessus. Les bases graph, c'est Neo4j. À quoi ça sert une base graph? Quand tu veux récupérer l'enfant d'un enfant d'un enfant d'un enfant, par exemple, dans une base SQL, tu vas faire plusieurs requêtes, ça va être très chiant, tu vas faire des sous-requêtes et des sous-requêtes et des sous-requêtes, parce qu'il y a de grandes chances que tu aies une table qui s'appelle hiérarchie et qui stocke les hiérarchies, et donc tu auras une table parent, une table enfant, donc d'abord tu vas aller chercher l'enfant de celui-là, ensuite tu vas aller chercher l'enfant de celui-là. Dans une base graph, la façon dont c'est rangé, c'est-à-dire pas avec une table et des colonnes, c'est beaucoup plus naturel de faire ce genre d'opération-là, et c'est pour ça que c'est une autre catégorie de base, et la plus connue étant Neo4j. Et ensuite, il y avait les bases colonnes, dont j'ai parlé tout à l'heure, Cassandra, HBase, etc. Donc ça, c'était la petite intro pour parler des bases de données en général. Et Couchbase, c'est clé-valeur documentaire, parce que ça vient de Membase et de CatchDB, avec plein de trucs en plus dont on va parler. Et du coup, quand vous avez ça, c'est bidon tout ça. Vous développez avec agilité, vous pouvez faire du JSON. Tout le monde fait du JSON. C'est plus sympa de faire du JSON sans schéma que de jouer avec des tables et des colonnes, ça tout le monde est d'accord. Et puis ensuite, il y a toute une histoire de c'est distribué, ça tombe jamais. On va voir pourquoi ça fonction de l'architecture distribuée de Couchbase que vous pouvez faire du zéro downtime, du 99,99999% de disponibilité. On verra plus tard. Donc, même base, manage cache et clé valeur. Héritage CouchDB plus des trucs qu'on a rajoutés, dont je parlerai après. Document database, et en plus, ils ont rajouté deux trucs, ça c'est un peu plus récent, ça va avoir 2 ans, 3 ans. Il y a un truc qui s'appelle Couchbase Mobile, il y a deux morceaux dedans, il y a Couchbase Lite et il y a la Sync Gateway. Couchbase Lite, c'est une petite base de données JSON qui tourne sur votre téléphone. En vrai, c'est un gros wrapper dégueulasse sur SQLite, qui permet de stocker du JSON dans SQLite. Et il y a plein de bonnes raisons d'utiliser SQLite pour ça. En fait, ils ont voulu réécrire du clé-valeur eux-mêmes et ils ont arrêté parce que en fait, c'est chiant et SQLite le fait très bien, donc ils continuent d'utiliser SQLite. Et Sync Gateway qui est en fait un serveur d'app qui fournit une API REST qui vous permet de faire la synchro avec cette petite base de données embarquée. On en reparlera à la fin. Et alors que revoilà notre Developing with Agility. J'aime pas ces slides, on va les gicler. Allez. Doucement. Alors, on n'est pas obligé de se les faire, ceux-là, mais quand même, c'est rigolo. Voilà, il y a tous les use cases. À quoi ça sert d'avoir une base de données documentaire qui scale, etc. Qu'est-ce que font nos clients que vous avez, enfin, nos clients. Qu'est-ce que font les clients de Couchbase Ok. Alors, le profile management, c'est un des use cases les plus courants. En gros, dans un système, souvent en microservice, dans un système IT, il y a plein de sources de données partout.
Et à un moment donné, tu vas vouloir recompiler toutes ces sources de données, avoir la vue d'une seule personne. Je suis en train de vous faire le pitch de 360 Customer View, en fait, pas du tout de Profile Management, mais c'est pas grave, c'est un peu la même idée, les 3 premiers. Tu as plein de vues que tu veux réagréger. Réagréger plein de sources de données différentes quand tu as des schémas avec des tables et des colonnes et que bizarrement toutes ces sources différentes ne rentrent pas dans les colonnes, ça marche pas. Donc les gens utilisent souvent enfin ça peut marcher. Du coup tu vas te retrouver à avoir une colonne qui s'appelle information et à tout stocker en binaire dedans. Bon, tu peux moins faire de queries comme ça en SQL. Du coup les gens font essentiellement appel à des trucs SchemLS, donc des bases documentaires type CacheDB, Couchbase, Mongo, etc. Ensuite, l'Internet des objets et le mobile, ça a plus rapport. Alors, il y a 2 choses différentes. Le mobile, c'est Couchbase Mobile, c'est cette petite base embarquée, c'est cool. L'Internet des objets, il y a plusieurs façons de le voir. Tu peux le voir avec la petite base embarquée, tu peux aussi le voir au fait que globalement, tu vas avoir plein d'objets qui ont envoyé des infos tout le temps dans un serveur. Et donc, il faut une base de données qui tient, et donc, c'est une base de données distribuée pour faire ça, c'est mieux. Couchbase fait ça très bien, Cassandra fait ça très bien, Hadoop fait ça très bien. Donc ça peut servir à ça. Alors, Cache Haute Dispo, c'est vraiment le business de Couchbase. Je vais zapper tous les autres. C'est celui avec lequel Couchbase fait le plus de thunes. À chaque fois que vous vous connectez à... Je crois que ça arrive après en plus. À l'Apple Store. Je crois que j'ai use case qui va arriver à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a ici comme client? On a Criteo, on a Apple, on a Concur. Bon, en gros, les gens font du cache. C'est-à-dire que si Couchbase tombe, toi, tu peux plus te connecter, donc tu peux plus leur acheter de trucs, donc ils font plus d'argent. Ça craint. Du coup, ils sont prêts à payer pour ça. Ce qui fait que finalement, le use case documentaire est assez peu répandu, entre guillemets, chez les clients qui payent. Couchbase est open source, vous n'êtes pas obligé de payer, vous pouvez utiliser la version communautaire, il y a une version entreprise. Les gens qui ont la version entreprise et qui rack, en général, font du cache. Amadeus, je ne l'ai pas vu s'il était là, Amadeus. Travel. Bref. Amadeus, en fait, c'est quand vous allez sur Kayak ou sur Booking.com ou quand vous voulez réserver en gros un vol ou une chambre d'hôtel, vous faites une requête, Booking ou Kayak, etc. vont faire une requête sur un gros back-end qui est géré par Amadeus. Donc ces mecs-là gèrent un certain pourcentage de toutes les chambres d'hôtel et de vols du monde. Et c'est chiant, c'est long de faire toute la query qui te dit cette chambre-là est dispo de tel jour à tel jour, ou ce vol part de tel endroit et va à tel endroit. C'est des trucs qui sont très coûteux, et donc ils utilisent des caches pour faire ça. Et donc si un jour ça tombe, ça veut dire que plus personne peut réserver d'hôtel ou d'avion, en sachant que Couchbase a non seulement Amadeus, mais aussi Sabre et Top Travel, c'est-à-dire les 3 boîtes qui font ça dans le monde. Donc si un jour, nous, ça marche plus, vous ne pouvez plus réserver d'avion. Et du coup, les mecs sont plutôt chauds pour payer. Plus que pour un use case documentaire où tu ferais du Mongo, ça marcherait très bien. Alors, tous les gens qui font du NoSQL se la pètent en disant qu'ils ont Apple. Parce qu'en fait, Apple, ils ont tout le monde. Ils utilisent tout le monde. Donc celui-là, on va le virer. Ça, on va pas en parler non plus. Parce qu'on se chier. Ça, c'est bien. On va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, Couchbase, c'est un cluster. Donc, il y a plein de nœuds différents. Et l'unité logique de stockage, là, ça va pas être une table. Ça, au sens SQL. Ça va plus être proche de ce qu'est un schéma, c'est-à-dire un ensemble de tables. Le schéma, c'est le terme SQL Server, je crois. On a ce qu'on appelle un bucket. Dans un bucket, c'est là où on va stocker nos paires clés-valeurs. On peut avoir plusieurs buckets sur une machine, sur un cluster. Le bucket, il est distribué. Et donc, dans un bucket, tu as un client qui va envoyer des documents, des paires clés-valeurs. On dit document à partir du moment, encore une fois, on peut lire ce qu'il y a dans la valeur, dans des buckets. Comment ça fonctionne? On verra ça après. Tristesse. Donc il y a des clés-valeurs. On peut toujours stocker des objets, des objets Java sérialisés si on veut. La valeur, en fait, c'est du clé-valeur de base. Vous pouvez ranger ce que vous voulez. Il se trouve que si c'est du JSON, on peut comprendre ce qu'il y a dedans et donc on peut faire des queries. Donc c'est mieux de stocker du JSON globalement. Sinon, utilisez même cache, quoi. Et il y a 3 services qui sont importants pour accéder à vos datas. 4, normalement. Tout est clé-valeur. Le système de vue, c'est l'histoire de MapReduce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est, je crée ma fonction pour créer un index pour faire une query. Ça veut dire que chaque fois que tu veux faire une query, tu es obligé d'avoir déjà pensé à l'index et d'avoir déjà conçu l'index.
Ce qui est bizarre quand tu viens du monde du SQL, ou dans le monde du SQL, très initialement, si tu veux faire une query, tu fais ta query, c'est tout. Parce que l'index, il est déjà géré par la base. C'est pas toi qui a dû te expliquer à la base, avec moi ce champ, ce champ, ce champ. Alors que dans les vues, c'est toi qui dis, avec moi ce truc-là. Tu peux pas faire de query ad hoc. C'est relou. Ça a énervé tout un tas de gens. Il fallait trouver une solution. Les gens de Couchbase ont créé deux services, un service d'index et un service de query. Ça tombe bien. Dans l'index, tu fais des queries. Et ce langage s'appelle Nickel, N1QL, Non-First Form Query Language. Le principe du SQL, c'est de tout normaliser première forme. Du coup, si tu normalises tout correctement, tu sais qu'en SQL, tu peux tout requêter. Le fait que tu stockes des objets, des documents, etc., tu ne fais pas forcément la normalisation, tu peux aussi dénormaliser, c'est-à-dire dupliquer les datas. À partir du moment où tu dupliques les datas, le modèle SQL marche moins bien. Donc, ils ont inventé un autre truc qui s'appelle Nickel, qui a exactement la même syntaxe que le SQL, mais qui fait ça sur des documents. Donc, plusieurs façons d'accéder à des données dans Couchbase. Normalement, il y en a 3 qui vont arriver. C'est beau, ça. Du clé-valeur. Tout est en RAM. Memcache, en fait, au début, il n'y avait pas de persistance, j'ai oublié de le dire. Memcache, c'était du clé-valeur in-memory distribué, en même base. Ça veut dire que si tu avais un nœud qui tombait, tu n'avais plus tes datas. C'est con, à moins de les avoir répliquées. Au niveau base de données, quand même, le but du jeu, c'est de garder tes données. Et du coup, le fait qu'ils émergeaient avec CouchDB, ça leur a permis d'écrire les datas, de les persiter sur disque. Mais, tout ce que vous faites dans Couchbase commence en RAM. Et par défaut, quand tu écris un document, dès qu'il est en RAM, on dit « Ah, c'est bon, c'est écrit ». Alors qu'en fait, si j'éteins l'ordinateur tout de suite après, peut-être qu'il n'a pas encore été écrit sur disque, et à ce moment-là, tu perds la donnée. On y reviendra. Bref, tout est en RAM, par défaut. Il y a le moteur de vue, et puis il y a ce Nickel, cette espèce de langage un peu chelou qui permet de faire du SQL sur du JSON. Voilà, ce truc-là. Alors on dirait, ça peut paraître bizarre, mais en fait ça c'est vraiment intéressant parce que la plupart des bases de données NoSQL ne fournissent pas de langage SQL par défaut. Ce qui est le cas de Couchbase. Alors Cassandra, il y a le CQL. Le CQL c'est cool. Alors CQL, globalement ça marche en fonction de comment tu écris tes données et dans quel ordre dans Cassandra. Cassandra c'est de la colonne, c'est pas du schemaless. Ensuite tu as le MongoQL, c'est un espèce de JSON chelou, c'est un truc maison, pareil, c'est pas vraiment du SQL. Et éventuellement, tu peux brancher tout ce petit monde à Spark. À ce moment-là, tu peux faire du SparkQL. Mais bon, ça marche pas. Tu peux pas faire de SQL par défaut. Couchbase, tu peux. C'est vraiment l'avantage d'utiliser Couchbase pour ces trucs-là. Cassandra ne peut pas faire de join. Alors, c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils veulent pas. C'est différent. C'est-à-dire que le jour où Cassandra te dit c'est bon, tu peux faire des joins, tes requêtes vont durer plus longtemps. Pour un tas de raisons, mais globalement, les données dans Couchbase sont shardées. C'est-à-dire que tu as une seule donnée active à un moment donné, tu n'auras pas de problème de cohérence. Là où dans Cassandra, tu peux avoir la même donnée à plusieurs endroits actifs au même moment. C'est-à-dire que tu peux écrire ici et juste après tu peux lire là et peut-être que ça n'aura pas été répliqué au moment où tu vas lire juste après. Donc peut-être que tu vas lire la vieille valeur. Donc si tu veux faire un join sur un système comme ça, il faut que tu sois sûr que tout a été répliqué et que donc tu as un quorum et que donc il faut attendre, il faut synchroniser toutes les machines et c'est plus long. Quand tu as un service d'index qui a juste un index et que tu fais une query juste sur un index, tu n'as pas besoin de faire ça et c'est l'archi de Couchbase qui te permet de faire ça. On va en parler un peu plus ensuite. Donc on supporte les joins, ça c'est cool. Nest et unNest, je ne sais pas si j'aurai des exemples après. C'est pour gérer des objets et des tableaux. En fait, quand tu fais du SQL, les types de tes colonnes sont scalaires la plupart du temps. Tu as éventuellement un type list. Il y a assez peu de gens qui s'en servent, je crois. Là où quand tu stockes du JSON, tu peux avoir des objets, tu peux avoir des tableaux, tu peux avoir des tableaux avec des objets, tu peux avoir des objets avec des tableaux dedans, tu peux avoir des tableaux d'objets, tu peux avoir des... Bref. Et Nest et unNest te permettent de plier ces structures complexes dans ton SQL. C'est un peu comme si tu faisais un for dans une requête SQL qui permet de regarder tous les éléments d'un tableau. J'essaie de vous trouver des exemples de query après s'il y en a. Et puis évidemment, il y a un driver ODBC, JDBC parce que c'est cool. Parce qu'il en faut. D'un point de vue archi, un des autres trucs qui est très intéressant avec Couchbase, c'est qu'il n'y a qu'un seul type de nœud. La plupart des bases de données, il y a un master, il y a un slave, il y a un contrôleur. C'est relou. Enfin, c'est relou, disons que c'est plus simple comme ça, quoi. Arrêtez de taper sur les autres et d'être positif, ça c'est plus simple. Le node manager, qui est l'équivalent du contrôleur, il est sur tous les nœuds. Tous les nœuds peuvent être contrôleurs, ce qui fait que quand tu perds un nœud, c'est pas grave, un autre contrôleur. Donc ça c'est cluster manager, pardon.
Pour rapidement parler de consensus, l'algo de consensus, c'est le truc qui fait en sorte que votre système distribué fonctionne bien et que tout le monde se connaisse. Le plus connu, c'est Zookeeper. Enfin, peut-être que maintenant, le plus connu, c'est Raft et GoRaft, mais l'ancien, c'est Zookeeper. Non, il y en a d'autres. Paxos aussi, ouais. Paxos, globalement, c'est Paxos et Raft. Je crois que Cassandra, c'est Paxos de mémoire. Catchbase, c'est ni l'un ni l'autre. Catchbase, c'est des vieilles routines écrites en Erlang il y a 15 ans et elles sont toujours là et ça marche toujours. Enfin, 10 ans et 12. Et ça marche toujours, donc c'est un truc qui est très simple. Ça, c'est la partie Cluster Manager qui te fournit aussi une API de management, une API REST de management, pour décider, par exemple, quel service tu vas activer sur quel nœud. Il faut savoir que Catchbase est écrit en C, en C++, en Erlang, il y a du Go, il y a un peu de JavaScript. Et c'est déjà pas mal, non? Je crois qu'il y a 2-3 autres trucs. Mais, Alors pourquoi c'est écrit dans tout ce bordel-là? Même base, c'était du C et du C++. Et CatchDB, c'était du C et de l'Erlang. Et comme ils ont vraiment mergé ça à la truelle, en fait, tu as un process qui démarre, et qui démarre tous les autres process écrits en C ou en Erlang et qui se parlent entre eux. Donc tu as aussi 15 ports ouverts à chaque fois. Et chaque fois qu'il rajoute un service, en fait, il le réécrit dans un autre langage. En gros, ça, Cluster Manager, c'est de l'Erlang, Data Service, c'est du C, Index Service et Query Service, c'est du Go, et l'Analytics Service, qui n'est pas sur le SAD, mais qui va arriver un jour, ça tourne sur une JVM, parce qu'après tout, pourquoi pas. L'index Service, c'est très con, ça indexe les documents, donc tous les documents qui sont écrits par le Data Service, ils vont aller dans une file, qui va l'envoyer à l'index service. L'index service va maintenir son index un jour en fonction des index que vous allez créer. Parce que c'est du SQL, vous pouvez faire un create secondary index sur tel champ. Vous pouvez avoir plusieurs index services, vous pouvez sharder vos index, ça c'est rigolo. Alors si tu fais un index sur le nom des gens, tu peux dire moi je veux que le nom qui commence par A et ou de A à C, et ensuite je veux que les noms de D, A, etc., etc. Donc vous pouvez même sharder vos index à la main. Ça permet de faire des choses assez intéressantes. Évidemment, tout est en RAM toujours par défaut, parce que c'est le métier de Catchbase, encore une fois, c'est pour ça que les gens payent. Donc tout commence en RAM, tout est eventually persisted. Eventually persisted, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on va commencer à regarder comment on écrit des docs. Alors là, normalement, il y a des belles animations, sauf que sur OpenOffice, ça va peut-être pas passer. J'y crois à mort. Ah, c'est vilain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire dans le cache. Il y a une queue ici, une file, et quand ça arrive dans le cache, petit à petit, au bout d'un certain temps, ça va être compacté et écrit. Pourquoi on n'écrit pas dès que ça arrive? Écrire sur le disque, ça coûte cher en termes d'IO. Donc, on va attendre qu'il y ait suffisamment de trucs dans le cache pour ensuite faire une grosse écriture, et c'est du write-to-s, c'est-à-dire qu'on écrit toujours au fur et à mesure. On ne va pas remplacer la valeur dans le fichier, on va écrire. Et à un moment donné, on compacte tout ça pour résumer, par exemple, si vous avez écrit une nouvelle version de document, on va aller gicler l'ancienne version qui était écrite avant. Ça, c'est la compaction. La compaction, ça se configure, ça se lance par défaut toutes les 5 secondes ou tous les temps d'écriture, ou quand vous voulez, ou en temps réel si vous voulez, si vous avez assez de CPU sur votre bécane pour le faire. Dès que ça arrive dans le cache, ça va dans la file d'écriture sur disque, et ça va dans tout un tas d'autres files là-bas. Il y a la file de réplication, il y a une file qui s'appelle XDCR pour Cross Data Center Réplication, donc c'est un autre type de réplication. Les connecteurs, les vues, l'index. Alors, je ne sais pas si j'aurai des exemples tout à l'heure, donc on va en parler tout de suite. Comme c'est un système distribué, on peut répliquer les données, pour éviter par exemple de les perdre. C'est partagé dans ce qu'on appelle des buckets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un bucket est coupé en 1024 virtual partitions, donc en 1024 petits buckets. Si par hasard vous aviez un cluster de 1024 nœuds, il y aurait un bout de bucket sur chaque cluster, à l'état actif, c'est-à-dire celui que vous pouvez requêter. Et il y en aurait, si vous avez un réplica configuré, il y en aurait un à l'état de réplica, vous pouvez en avoir 2, 3 ou 4. Ça veut dire que, je pense que j'aurai des schémas après, mais globalement, ça veut dire que si vous perdez une machine, pour une raison X ou Y, par exemple Amazon l'a débranché parce qu'ils font ce qu'ils veulent, et parce que vous avez été assez con pour les mettre sur Amazon et pas chez Clever. Si vous perdez une machine, c'est pas grave, c'est répliqué, vous pouvez récupérer ces données en un instant, ça c'est assez cool, c'est une feature de Cache-Base qui est bien, c'est que ce bout de Virtual Bucket qui était tagué réplica,
Quand le cluster manager se rend compte qu'il a perdu virtual bucket numéro 36, il sait qu'il y a réplica de 36 sur la machine 2 et la machine 38 et la machine 40. Et du coup, il va dire, tiens, sur la machine 40, réplica 36, t'es plus réplica, maintenant t'es actif. Jusqu'à ce que tu dises, re-répartis ces buckets de manière équitable. Quand tu as 1024 nœuds sur ton cluster, le calcul se fait assez vite. Quand on a que 3, on va en prendre 4 parce que ça tombe juste, ça fait 256 virtual buckets sur chaque machine. Du coup, si tu perds une machine, à la fin, ça fera 333, enfin un peu plus sur chaque machine. Et ça, c'est une opération qui n'est pas automatique parce que c'est une opération qui coûte. Et c'est toi qui dois décider. Tu peux en faire perdre jusqu'à une machine et la rendre automatique, mais globalement, c'est à toi de décider quand est-ce que tu fais ce qu'on appelle un rebalancing, c'est-à-dire un rééquilibrage de ces morceaux de bucket. Ce que tu ne veux pas forcément rééquilibrer tout de suite, peut-être que si tu as perdu une machine, tu vas en rajouter une autre dans le pool pour avoir le même équilibre que tu avais avant. Peut-être que tu vas en rajouter 10 d'un coup parce que tu as la thune et après tout, pourquoi pas. Ça te permet de répartir la charge sur plus de machines. Bref, c'est des décisions que tu dois prendre en tant qu'ops. Alors, le Global Index Service, nouveau slide. Vous avez un objet JSON qui représente des achats. Comme on est en SQL traditionnel, on peut créer des index. Il y a un primary index. Le primary index, c'est un truc débile qui te fait une table avec tous les ID des documents. Ce qui veut dire que quand tu fais une requête, tu vas quand même faire un full scan sur tous les docs de tes buckets. C'est le genre de truc que tu veux éviter quand tu veux que ta requête réponde vite. Et ça, c'est valable à partir du moment où tu as des index. Donc en SQL, c'est aussi valable. Sauf qu'en SQL, la plupart du temps, le query planner est assez malin pour gérer ça et cacher ça lui-même. Alors que là, c'est un truc récent, c'est un truc débile, il faut que tu toi-même. C'est l'avantage d'être très optimisé une fois que c'est toi qui l'as fait. Je ne dis pas que c'est mal. Et donc, tu peux créer des index sur des champs secondaires plutôt que sur l'ID. Donc là, en l'occurrence, il crée un index qui va s'appeler Purge Custom ID sur le champ Customer ID dans le bucket Purchases. Purchases. Et là, il fait un index de type. Bon, ça veut dire que quand il fera une requête du style select étoile where type égale purchase et customer ID égale customer 285, ça ira plus vite, il n'aura pas besoin de scanner tous les docs. C'est bien l'index. Donc vous pouvez faire des index. C'est rapide ça pour les index. Reparlons un petit peu d'architecture. Ça c'est le truc que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure sans schéma. Là j'ai un cluster avec 3 nœuds. Et il est plein. Vous pouvez voir qu'il y a plein de ce qu'on appelle des shards, c'est-à-dire des morceaux de bucket qu'on a partagés, qu'on a découpés. Et là j'ai trop de charges sur mes 3 nœuds. J'imagine que c'est ce qui va se passer. Et donc, je vais en rajouter 2. Voilà, c'est ça, c'est parfait. Et là, pour l'instant, j'ai démarré Cache-Base sur 2 machines. J'ai fait un appel REST sur le cluster pour dire il y a un Cache-Base de démarrer sur cette adresse et il y a un Cache-Base de démarrer sur cette adresse-là. Donc j'ai mes 5 Cache-Base dans mon pool, mais je n'ai pas encore fait de rebalance. Je n'ai pas encore fait cette opération qui me permet de répartir les données équitablement, donc je refais un appel REST. Et là, normalement, sous vos yeux ébahis, les animations se passent et tout se réplique. Waouh, merveilleux. Donc j'ai réparti les données, donc j'ai réparti la charge, c'est cool. Et là, il y avait un truc qui clignotait dans Client Library qui s'appelle Cluster Map. Il faut savoir que tout ceci, toute cette répartition, c'est-à-dire que toi, quand tu es client, tout ce que tu veux faire, c'est écrire un document quelque part. Tu ne vas pas dire « écris-moi ce doc sur cette machine-là de mon cluster ». Tu vas dire « écris-moi ce doc dans le cluster ». Et c'est le client qui est intelligent, qui a de la logique, qui est aussi plus ou moins une des excuses pour laquelle on n'a pas d'API REST pour faire ça. Le client est intelligent et il connaît la cluster map, c'est-à-dire la topologie du cluster à tout moment. C'est-à-dire que au moment où j'ai rajouté des nœuds, où j'ai rééquilibré ma répartition, le cluster a renvoyé au client, donc à tous les clients qui sont connectés, la topologie du nouveau cluster. Là où avant, le client était persuadé que toutes les données étaient réparties sur 3 machines, parce que c'est ce qu'il y avait dans son fichier JSON qui lui dit le bucket 1 il est sur la machine 1, le bucket 2, etc. Maintenant, on lui a fait une update pour lui dire c'est dans les 5 machines. L'avantage de ce truc-là, et d'avoir ces cluster map là, c'est que du coup, tout le sharding est transparent. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du sharding, c'est un peu relou. Et puis surtout, il faut s'assurer que si tu fais ton sharding à la main, c'est-à-dire si tu décides toi-même sur quelle machine t'écris, il n'y en a pas une que tu surcharges plus que l'autre. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir un truc réparti de manière équitable. L'avantage de passer par du sharding et par une cluster map, c'est que tout ça, c'est fait de manière automatique et transparente. Je vous laisserai googler des exemples de sharding avec d'autres bases de données. C'est juste une militaire. Avec Cache-Base, l'avantage, grâce à la cluster map, c'est que tu dis, écris-moi ça sur ce cluster-là, et c'est Cache-Base qui se démerde. Idem pour les réplicas. Alors, reparlons de bucket et de virtual bucket.
Donc un bucket, c'est le namespace. Quand tu fais une query et que tu veux une query SQL, en général, tu fais table.nom de colonne. Ici, tu fais from le nom de la base. Ici, tu fais from le nom de la bucket, le nom du bucket, where champ du JSON égale machin. Donc 1024 bouts de bucket, ça j'en ai déjà parlé. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 copies. En gros, si vous avez 5 nœuds, une copie, ça suffit. Quand vous commencez à en avoir 50, 2, c'est bien. Quand vous en avez 100, 3, c'est bien. Une sorte de grandeur comme ça. Comment le sharding se fait? C'est du clé-valeur. Quand tu écris un truc, tu lui donnes un identifiant. Quand tu lis un truc, atomiquement, sans faire de query, tu lui dis donne-moi la valeur qu'a cet identifiant-là. Comment on sait que tel identifiant va aller sur telle machine? On fait c'est ce qu'on appelle du hash, du sharding, merde, comment on dit? J'ai oublié. Du hash partitioning. On prend l'ID, on le hash, via un algo qui est partagé par le client et que connaît le serveur. Donc ils ont le même algo pour ça. Et tel hash d'ID qui commence par 0 et qui finit par Z, il correspond au virtual bucket numéro 1. Tel hash d'ID qui commence par 2 et qui finit par bidule correspond au virtual bucket numéro 3. Donc en gros, chaque fois que vous avez une paire clé-valeur, vous créez un hash, et ce hash, en fonction de par quoi il commence et par quoi il finit, va être assigné à un bout de bucket, et donc le client sait sur quel bout de bucket aller mettre. Et comme c'est un algo qui est partagé côté client et côté serveur, tout va bien. Et donc c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que l'auto-sharding fonctionne dans Couchbase. C'est un CRC32, je pensais pas, je pensais que ce serait un truc un peu plus vénère que ça, mais bon, c'est un CRC32, d'accord, allons-y. C'est pas grave. Reparlons architecture. Il y a un truc qui est assez rigolo. Il y a le data service, c'est là où tu ranges tes trucs. Il y a l'index service et il y a le query service. Et ils n'ont pas forcément besoin de la même chose en termes de hardware. Le data service, il a besoin de disque, il a besoin que ça aille vite, donc en gros tu vas mettre des SSD. Il a besoin de RAM si tu as envie que ça réponde vite, c'est-à-dire si tu n'as pas envie de lire à partir du disque. Tu veux que tout ton jeu de données soit en RAM, c'est ce que font les gens qui font du cache. Amadeus, ils ont 2 Tera de RAM par bécane, c'est pas mal. Le query service, c'est le truc qui parse ton query plane, enfin qui parse ta query, qui va générer le query plane. Là, il lui faut un peu de CPU, parce que c'est un peu plus vénère. Et puis en plus, il va récupérer tous les documents JSON de l'index service. Donc, il va falloir qu'il processe ça pour te renvoyer le beau JSON que tu lui as demandé dans ta requête, dans la partie select, dans la projection de ta requête. Et ça, bon, ça prend du CPU. Donc, tu te retrouves avec des besoins qui sont différents. Il est à noter que dans la version communautaire de Couchbase, tu ne peux pas décider comment tu scales ces services, ils sont tous activés par défaut sur tous les nœuds. Dans la version entreprise, tu peux choisir. Et donc là, on s'est dit, je vais avoir les 4 nodes pour le data service. Le data service, je n'ai pas forcément envie de lui mettre plus de patates. Si j'ai des problèmes pour gérer de la donnée, j'ai plutôt rajouter des nœuds, donc scale out. Parce que j'ai envie de répartir la charge, parce que souvent le bottleneck pour l'écriture, c'est le réseau ou le disque, la plupart du temps maintenant. Là où le query service, index service, le query service assez vite, le bottleneck ça peut être le CPU, donc plutôt que de rajouter un autre query service, je vais augmenter le CPU sur chaque nœud qui possède le query service. L'index service, je vais rajouter de la RAM. Alors comment ça marche? Le client, c'est très con, hein, il y a un gros, si tu as 2 nœuds qui font du query service, c'est le client avec la cluster map qui fait le load balancer tout seul et qui dit la première requête est valable, c'est un gros round robin moisi qui dit query service 1, query service 2, etc. Idem pour l'index. En sachant que, comme il y a la cluster map, tu sais exactement sur quel nœud et quel index, donc le query service sait exactement sur quelle machine taper. Et donc, voilà, c'est un exemple où tu peux dire, je vais rajouter, je vais scale up mes queries et mes index et scale up mon data service. Il y a ce qu'on appelle le multidimensional scaling. Et c'est bien. Je n'ai pas d'autres explications possibles là-dessus, c'est vraiment cool. Maintenant, on va parler de XDR, Cross Data Center Réplication. J'ai parlé de réplication en interne, c'est-à-dire que ton virtual bucket, il peut être répliqué sur d'autres nœuds de ton cluster. Comme ça, quand tu prends un nœud, pas grave, tu peux récupérer tes données. Ça, c'est bien, mais si c'est ton data center qui crame, tu es un peu emmerdé, parce que du coup, tu as tout perdu, et tu veux pas que ça arrive. Donc, tu fais du cross data center réplication. En gros, c'est de la réplication active-active ou active-passive entre plusieurs clusters Couchbase. Là, en l'occurrence, l'exemple, c'est j'ai un data center en Afrique du Sud et un en Europe.
et ils sont répliqués de manière actif-actif. Alors, ça c'est plus un use case d'XDCR pour des questions de latence. Encore une fois, on fait du cache, on veut que ça aille vite. S'il y a un truc que tu ne peux pas réduire pour que ça aille plus vite, c'est la taille du tuyau entre la machine qui fait la requête et le serveur. Donc, pour être plus près des gens, faire de l'actif-actif te permet de réduire cette taille-là. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de cluster en Afrique et que toutes les connexions devaient partir en Europe, les mecs qui sont en Afrique, ça va forcément être plus long parce que le tuyau est plus long. C'est pas beaucoup plus con que ça. Du coup, pour éviter ce problème-là, tu rajoutes un cluster en Afrique et tu mets une connexion, tu mets une réplication active-actif, et du coup, les mecs qui se connectent en Afrique, ils vont faire une requête en Afrique, et donc ils n'ont pas la même taille de tuyau. Donc ça va plus vite. La latence, c'est assez mécanique comme truc. Hein. Donc XDCR, c'est cool, ça vous permet de faire de la réplication pour gérer ces histoires de diminution de latence. Pour faire disaster recovery, c'est-à-dire que je vais avoir mon cluster dans un data center qui est à Paris et un data center à Roubaix, et ils vont être connectés, parce que si y a des mecs qui font des travaux et qui creusent un gros trou devant mon data center à Roubaix et qui pètent les câbles, bon, bah, plus personne ne peut aller sur mon data center à Roubaix, donc ils vont passer par celui qui est à Paris. Ça sert aussi pour faire de la sauvegarde, ça sert aussi pour faire par exemple de l'analyse. Encore une fois, si ton c'est de faire du cache, et que tu lances toutes tes analytics sur ta base de données, que tu sers pour faire du cache, mécaniquement, les perfs vont être pourris parce que tu es en train de lancer une grosse requête d'analytics. Vous avez déjà lancé une grosse requête sur une base SQL et la base SQL, elle répond plus parce qu'elle est en train de process votre grosse requête. Bon, là, c'est pareil. Donc, pour éviter ce use case-là, tu fais une réplication active-passive. Tout ce qui passe sur le cluster de prod, ça va être répliqué sur un autre cluster qui est dédié à faire de l'analytics pour que la charge analytics soit sur ce cluster-là et pas l'autre. C'est pas juste du cache-base. Hein. Ça, tu peux le faire avec n'importe quelle base de données qui supporte un peu la réplication. On va parler rapidement de sécu, parce que ça fait partie des trucs qui sont assez récents, et je ne suis pas forcément exactement au courant. Bon, tout est encrypté, c'est-à-dire que toutes les liaisons réseau sont encryptées SSL, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux. On peut encrypter les données sur disque. Bon, ça, de toute façon, tout le monde le fait, il suffit d'encrypter son disque, mais il se trouve qu'il y a d'autres outils qui permettent de le faire un peu plus facilement. C'est vrai pour la version serveur, c'est aussi vrai pour la version mobile. C'est important aussi. Il y a une notion de rôle. Alors la notion de rôle, elle est très basique. Quand tu as des colonnes, c'est assez facile de changer de rôle et dire, toi tu peux lire sur telle colonne, tu as une granularité colonne qui est assez sympa. Quand tu as un bucket, en gros, soit tu peux lire une clé valeur, soit tu peux lire et écrire une clé valeur. Ça s'arrête là, il n'y a pas faire beaucoup plus. Parce que tu ne connais pas le schéma il est dans JSON, tu ne sais pas. Donc les rôles sont assez basiques. Après, il y a un peu plus de rôles sur la partie admin. Et comme il y a des logs sur toutes les opérations d'admin qui se sont passées, du coup tu peux savoir qui a par exemple ajouté tel bucket ou fait tel truc. Wow. Donc ça c'était Cache-Base Server. Cache-Base Mobile, comment ça marche? 3 morceaux. Cache-Base Server, on en a parlé. Ensuite Cache-Base Lite et la Sync Gateway. Cache-Base Lite, c'est cette petite base de données embarquée qui tourne sur mobile, qui est du SQLite dans lequel tu vas mettre du JSON. C'est bien de mettre du JSON sur du mobile parce qu'en gros, tous les mecs qui font du reste et du JSON avec. Le paradigme change un petit peu. Tu ne vas pas faire d'appel réseau à des API, tu vas écrire des trucs ou lire des trucs dans ta base de données. Et ta base de données, elle va se synchroniser via ce machin qui s'appelle la Sync Gateway à Cache-Base Server. Donc toi, en tant que dev, tu bosses, en tant que dev mobile, tu bosses pas avec une API, tu bosses avec une base de données locale. C'est tout. Du coup, tu n'as plus besoin de savoir quand tu as réseau, quand tu n'as pas de réseau, pour savoir si ton appel il est passé ou pas. Tu n'as besoin de t'emmerder à regarder le résultat de ta query, si tu as tout récupéré ou pas. Tout ça, c'est géré par le lien entre Cache-Base Lite et la Sync Gateway. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de gérer du offline à la main, c'est juste un gros cauchemar. Donc là, le paradigme est vraiment différent. Au début, ça fait un peu bizarre, mais en fait, finalement, une base qui se synchronise quand tu as du réseau à la base remote, c'est cool. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de tout synchroniser. Hein. Synchroniser une base NoSQL en entier sur ton téléphone, ça ne paraît pas forcément être une bonne idée au début. Il y a plusieurs façons de le gérer. Il y a une notion de channel, c'est une notion de tag en fait. Tu peux taguer des documents et dire tel user a accès à tel document, etc., etc. Ça te permet de filtrer un peu ce que tu vas récupérer. Il y a plein de façons de filtrer. Parce qu'évidemment, il y a aussi une notion de user sécurité, etc. C'est du real-time. Tu peux faire du stream. Alors le streaming, c'est génial pour les démos. C'est-à-dire que tu es en train d'écrire un truc sur ton serveur et puis tu as ton téléphone qui se met à jour automatiquement parce que tu as ouvert une WebSocket entre ton téléphone et ton... ouvrir une WebSocket sur un téléphone en termes de batterie, c'est une très mauvaise idée.
C'est une très 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 mauvaise idée. Mais vous pouvez le faire. Le mieux, en général, les gens font un service en background qui synchronise toutes les 30 secondes, ou alors un gros bouton reload marche aussi. Ouais, alors plateforme, faut le dire vite. Moi, il y a un truc qui me... Alors, il y a une version Android, il y a une version iOS, il y a une version Windows Phone. Je crois qu'il y a eu une version BlackBerry il y a fort longtemps. Et il y a une version JS là, et c'est dommage. Alors, globalement, c'est du REST. La Sync Gateway, le truc au milieu entre cache-base serveur et votre base de données locale, c'est comme un serveur d'app avec une API REST. C'est pas beaucoup plus con que ça. Donc, si c'est une API REST, en gros, tu peux faire un wrapper de l'API REST et appeler l'API REST avec ton PhoneGap et utiliser le local storage. C'est un peu compliqué et relou à gérer, mais ça marche. Enfin, ça fait pas très natif, quoi. Ça fait un peu bricolage. Il y a un truc génial qui s'appelle PouchDB, je ne sais pas si vous connaissez. PouchDB, c'est une base embarquée en JavaScript. Ouais, je ne veux plus coder de web sans ça, parce que j'en ai marre de faire des appels d'API. Je veux avoir une base de données en local, même en web, qui synchronise automatiquement la partie serveur. Je trouve ça génial. En plus, ça a le bon goût de pouvoir faire du full text en local. Parce que faire du full text avec SQLite, c'est un peu compliqué. Ça ne marche pas. Avec PouchDB, qui est une base JS, qui utilise le storage de votre navigateur, en l'occurrence IndexedDB, je crois si vous avez Chrome, mais je ne sais plus lesquels c'est pour les autres. Et il se trouve que PouchDB est compatible avec la Sync Gateway, donc c'est dommage qu'il ne soit pas là. C'est juste que ce n'est pas fait par Couchbase, donc ils ne l'ont pas mis, mais c'est triste. Alors PouchDB, évidemment, ça ne synchronise que à Couchbase Sync Gateway, ça synchronise aussi à CouchDB, ça synchronise à tout un tas de bordel, mais à la base ça a été fait pour CouchDB. Parce qu'en fait CouchDB a continué son chemin, nous on a pris CouchDB, on l'a mergé avec Membase en 2011. Il y a des gens qui vont dire qu'on a forké CouchDB, c'est pas vraiment vrai, c'est pas un fork, c'est juste qu'on a mergé CouchDB avec Membase. Il y a plusieurs façons de le voir. En vrai on l'a forké. J'ai le droit de le dire maintenant. CouchDB, c'est un projet Apache qui continue, il y a plein de gens derrière. Il y a une boîte commerciale qui s'appelait, je sais pas si c'est pas Cloudant, le nom de la solution qui a été rachetée par IBM. Et vous faites de l'IBM Bluemix, vous pouvez faire du CouchDB as a service et donc faire de la synchro as a service avec votre base JS, c'est cool. La Sync Gateway, c'est un serveur d'app, c'est de l'API REST. Donc oui, ça scale parce que le truc est stateless, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Le load balancing va être fait automatiquement par le client. Le système d'authentification est pluggable, il y a de l'OpenID, il y a du host, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. C'est pas exactement le même truc qu'on vient de voir, ça? Si, ouais, ok. Alors, donc, on peut encrypter sa base en local. Alors, si vous voulez encrypter juste votre base en local, vous êtes bizarre. En général, les gens encryptent leur téléphone en entier. Ce que je conseille toujours de faire. Moi, ça me paraît complètement fou d'encrypter juste un petit truc. Vous pouvez le faire, hein, encrypter le petit truc, mais le mieux, c'est reste quand même d'encrypter son téléphone. Côté serveur, effectivement, on fait du SSL partout. Il y a une sécu avec une notion de permission, d'user. C'est comme de l'Unix, en fait. Hein. Vous avez des groupes et vous pouvez faire read or write ou autre chose. Et puis la notion de rôle et de logging, plus sur la partie admin encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure. Là on arrive à la partie un peu rigolote de Couchbase Mobile, sur la partie les différents types d'architecture que vous pouvez faire. Le truc par défaut, c'est j'ai mon Couchbase Server là, j'ai ma Sync au milieu, et j'ai plein de bordel connectés qui se connectent à ma Sync Gateway elle-même. Ça c'est le modèle Internet standard, plein de clients débiles qui se connectent à base de données. Ensuite, c'est marrant, ça je l'avais pas vu celui-là. J'aurais mis la flèche là en fait. Donc là, ils font de la synchro entre les Sync Gateway directement. C'est-à-dire que vous pouvez synchroniser votre mobile à une Sync Gateway, vous pouvez synchroniser une Sync Gateway à une autre Sync Gateway, c'est ce que vous voyez là, qui sont backés par deux clusters différents, avec tous les gens qui sont connectés en Europe, qui se connectent sur une Sync Gateway à un Couchbase cluster. Même chose côté US. Et vous avez le truc le plus rigolo que moi je préfère et que je faisais des démos avec, c'était cool. Vous pouvez faire du peer-to-peer, du vrai peer-to-peer, sans serveur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une Sync Gateway. Votre Couchbase mobile,
votre Couchbase Lite, cette petite base de données embarquée sur votre téléphone, peut se connecter à un autre téléphone et synchroniser à un autre téléphone. Vous pouvez faire du vrai peer-to-peer avec. C'est vachement fun en fait. Vous en foutez, mais c'est cool. Alors comment on se trouve? Alors le gros problème du peer-to-peer, c'est la discovery. Quand vous faisiez du Casa ou de l'Imul, ou etc., c'était pas du vrai peer-to-peer dans le sens où t'avais quand même quand tu fais du BitTorrent, il y a quand même un serveur central au début qui sert de tracker qui te dit ça c'est ton IP, là la liste des IP des gars à qui tu peux te connecter. Ça marche, c'est pas vraiment du peer-to-peer parce qu'il y a un machin au milieu. Le vrai peer-to-peer, normalement, t'as pas ce machin qui te donne la liste. Donc il faut que tu trouves toi-même les gens qui sont à côté de toi. Et globalement, il faut que tu sois sur le même réseau. Donc si on était tous sur le réseau de l'université, avec une IP dans le même réseau, il y aurait plusieurs façons de le faire. Déjà, tu peux demander à ton téléphone de générer un barcode, et dans le barcode que tu vas scanner avec l'autre téléphone, forcément, il y a ton IP actuel et un login mot de passe à usage unique que le mec va utiliser pour se connecter à ton téléphone. Ça, c'est une façon de le faire. Il y a une appli d'exemple qui s'appelle Photodrop, qui est vachement cool. Il y a un mec qui est juste à côté de toi, tu vas partager une photo, et ça fait chier d'envoyer ta photo d'abord par un serveur et ensuite sur sa machine. Là, tu peux le faire directement. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple pour faire de la discovery automatique, ça, c'est pas Couchbase en particulier, hein, c'est tous les problèmes de peer-to-peer de manière générale. Tu peux faire du broadcasting. C'est comme ça que UPnP, DLNA, toutes ces normes de multimédia. Genre, tu as une PlayStation chez toi et tu peux te connecter à ta PlayStation de ton ordi automatiquement parce que vous êtes sur le même réseau, les imprimantes, c'est la même chose. Tout ça, ça repose sur deux choses. Ça repose sur l'EDP Broadcasting et le DNS. Le DNS, qui est un truc qui est un peu vieux quand même, les mecs avaient prévu de faire un service registry déjà. Tu as un service registry en DNS, où globalement tu files une IP, tu files un port, tu files un nom et tu files une description, et ça y est, tu as ton service registry Consul, ça marche que avec ça. Consul, c'est ce truc de service, de gestion de service pour les gens qui font du Docker et du Kubernetes, etc. Tu n'es pas obligé de t'en servir que pour ça, tu peux aussi t'en servir pour faire de la synchro. Moi, quand je mets mon téléphone avec cette appli sur le réseau, elle va dire j'ai un service sur telle IP, mon IP, tel port, le nom du service c'est ça, la description c'est ça. Toi qui te connectes sur le même réseau, tu peux interroger ce service, voir s'il n'y a pas par hasard un machin qui a le même nom que toi auquel tu as envie de te connecter, et à ce moment-là, tu as l'IP et le port et tu peux t'y connecter. Si ça marche automatiquement, c'est génial, mais d'un point de vue sécurité, c'est bizarre. Ça veut dire que en fait, c'est open et que tout le monde peut se connecter entre eux. Donc quand c'est juste pour faire de la lecture de vidéos et pour faire un media center, c'est cool. Quand tu commences à synchroniser des bases de données dans lesquelles tu veux écrire des trucs, c'est peut-être un peu moins cool. Mais l'effet démo n'est pas le même. Moi, je faisais de l'automatique. A priori, c'est la fin des slides. Je peux vous montrer du code Java si vous voulez, mais je crois qu'on n'a pas trop le temps. Et puis on est samedi, et puis on n'est pas obligé. Voilà, on n'est pas obligé. Hein, je sais pas, il est quelle heure là. Ouais, c'est ça, on va faire ça. Je vais vous montrer un dernier exemple. Ah bah, il est parti déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je pense que le truc au milieu, ouais, alors normalement il est censé être complètement actif, là il est décédé, et du coup il fait un rebalance, et vous voyez les shards qui sont partis de Replica, ils sont montés à actif automatiquement. C'était les shards qui étaient dans la partie active du node qui est décédé. Donc ça c'est ce qu'on appelle un failover. Quand vous perdez un nœud, vous dites failover et remets-moi les bouts de VirtualBucket que j'ai perdus à l'état actif. Et ça c'est un changement de flag, c'est immédiat. Le failover, ça peut être automatique. À partir du moment où tu perds un nœud. Quand tu perds plusieurs nœuds, c'est pas automatique, parce que tu peux te retrouver dans un problème de split brain. Et du coup, il faut que ce soit l'ops qui décide. C'est pour ça que en général, il faut quand même des humains. On automatise beaucoup de choses. On n'est pas pour tuer le métier des ops, on est là pour les faire stresser un peu moins et leur laisser faire les trucs où il faut réfléchir. Genre ça. Est-ce que vous avez des questions ? Merci.